Eh ben bonsoir à tous. On va parler du coup de Vue.js et notamment un truc qu'on entend beaucoup parler en ce moment, qui est l'expérience de développement. C'est de plus en plus quelque chose que les frameworks travaillent ou que les librairies travaillent pour permettre justement aux développeurs de se sentir bien. Et l'idée, c'est de vous présenter comment ça se passe en Vue, parce qu'on entend énormément trop parler de React. L'idée, c'est d'un petit peu de vous donner des billes sur pourquoi, dans notre société, on a choisi Vue et pourquoi on est hyper heureux avec. Et en général, on reste. Qui je suis? Alors, je suis beaucoup trop vieux, donc je vais vous donner deux indices. Il y en a un dans les salles qui va reconnaître. Ça, normalement, et Alexis, tu dois reconnaître. Voilà. Donc moi, c'est la première machine sur laquelle j'ai commencé à coder. C'était mon père qui avait ça, donc j'avais 7 ans. Et pour coder, on achetait des magazines parce qu'Internet n'existait pas à cette époque-là. Voilà, c'est une époque où même avoir un téléphone portable, ça n'existait pas. Et pour avoir des programmes, et pour savoir comment coder, on achetait des magazines. Et dans les magazines, il y avait des gens qui avaient fait des programmes. Et moi, à 7 ans, je recopiais juste sans chercher à trop comprendre. Ce qui est intéressant, c'est justement de mettre ça en perspective, à quel point les outils de développement sont améliorés aujourd'hui. Parce que je vous assure que quand il fallait faire du code sur ZX80, quand vous démarriez la machine, ça mettait juste un prompt et rien d'autre. Voilà, c'est tout. Donc si vous ne connaissiez pas les commandes, rien du tout, vous ne pouvez rien faire. Donc moi, je suis Mathieu. J'ai fait ma première ligne de code en 86. Mon premier site internet en 95 sur migal.org, pour ceux qui s'en souviennent. Voilà, donc ceux qui veulent connaître ma bio, j'ai tout mis dans LinkedIn. Je suis un ancien membre du bureau du Club Agile de Caen. Donc j'y suis plus parce que j'ai trop d'enfants. Mais voilà. Et donc j'ai un parcours code web, chef de projet. Ça fait 25 ans que je fais du web. Et essentiellement de l'application web. C'est-à-dire que je ne fais pas du tout de site internet. J'en ai fait très peu dans ma carrière, sur une expérience, mais c'est tout. Donc j'ai commencé avec du Vanilla. Je suis passé assez rapidement sur Mootool, pour ceux qui connaissent, les plus anciens. jQuery, que certains, j'espère tout le monde, a essayé. Après, je me suis essayé sur Angular, voilà, et j'ai découvert Vue. Et ce qui est très marrant, c'est que j'ai découvert Vue à un camp, qui était par Clément Alexandre, je crois, qui nous avait dit un jour, je viens de trouver sur un truc, c'est formidable. Et il nous a montré Vue.js, et je crois que le lendemain, on a commencé les implémentations dans ma boîte. Vue.js était en version 0.11, pour vous donner un ordre d'idée de à quel point c'était pas du tout, mais ça a résolu tellement de problèmes, et c'était tellement agréable à utiliser qu'on a sauté dedans. Donc je suis parti d'NCI, j'ai fait d'autres choses à côté, je suis revenu à NCI, aujourd'hui je suis MOE. Alors MOE c'est quoi? C'est c'est comme le CTO, mais juste sur une partie de la boîte, quoi. Et je m'occupe de l'équipe de développement, donc des devs et des DevOps. Il y en a certains ici ce soir, et je les remercie de leur présence. Donc NCI c'est quoi? C'est une boîte dans notre boîte on fait vraiment tout ce qui a attrait à l'informatique, donc ça va être même de la vente de machines, de la préparation de serveurs, du DevOps et du développement, et moi je m'occupe j'ai la responsabilité de la partie développement. Donc on fait des applications métiers, on a 2 applications métiers qui sont dans le transport et la logistique. On fait du développement sur mesure aussi pour des sociétés, avec des choses très très amusantes, on en parlera un peu ce soir j'espère. Et on fait aussi, ce qu'on fait de plus en plus, c'est de l'AMOE et du coaching d'équipes de développeurs. Parce qu'on a beaucoup de clients qui réintègrent leurs équipes de développement au sein de leurs entreprises, tout simplement pour une question de coût et d'avoir la main-d'œuvre disponible. Et nous, on vient les aider à gravir des marches et à devenir de plus en plus affûtés en interne. Voilà. On monte par exemple des chaînes de CICD, des choses comme ça. On va faire de l'accompagnement sur du Vue.js dans des conditions très spécifiques, parce que un back-end en SharePoint, c'est des conditions très spécifiques. Et voilà, on va faire tous ces genres de choses. Donc j'avais mis des QR codes NCI, le blog d'NCI, donc moi j'essaie de faire un article par mois. En général, ça tourne toujours autour de Vue ou des choses qu'on fait avec NCI. Il y a le LinkedIn si vous voulez me suivre, et voilà. Donc de toute façon, les slides, vous les aurez. Je tiens à préciser quand même que j'ai tendance à troller un petit peu, donc je préviens que ça va vraiment être orienté Vue. Hein. On va commencer très agressif vis-à-vis de React. Je pense que s'il y a des pros React dans la salle, ils pourront m'objecter plein de choses, mais c'est pas grave. L'idée, c'est un petit peu de prendre une caricature pour voir ce qui, moi, me pose problème. Alors, pourquoi moi j'aime Vue.js?
Donc là, j'ai pris du code React pour un petit peu expliciter les choses. En général, en React, on a des choses qui se mélangent. On va avoir quelque chose avec du HTML qui va être un petit peu mélangé avec du code JavaScript. Et ça, les devs React, ça leur pose aucun problème. Moi, je trouve que c'est un peu burk. Et pourquoi je trouve que c'est un peu burk? Parce que ça me rappelle le vieux PHP. À ceux qui sont assez vieux pour avoir fait du PHP 3, du PHP 4, peut-être du PHP 5 aussi, hein, on avait tendance, à l'époque, à pas sortir le code et à le mélanger. Et on faisait des trucs comme ça, et ce qui a valu à PHP vraiment une réputation malsaine. Et parce qu'il y avait des développeurs qui trouvaient ça très bien, de faire des boucles for, une requête dans la boucle for, puis une autre boucle for, puis une autre requête, puis ainsi de suite, 5 fois de suite, j'en ai vu, et c'est le mal. Donc, on peut tomber vite fait sur des trucs comme ça, par exemple, où on va carrément avoir un array from, machin, map, donc un array map, directement dans un code comme ça. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais alors moi j'ai trouvé une super allégorie, ça ressemble à ça en fait. On va avoir des trucs qui vont être des chips, c'est bon les chips. Le Nutella c'est bon, ouais le poulet j'aime bien, j'aime beaucoup le riz. Et on peut tout mélanger, ça fait génial. Non, mais au bout d'un moment, en fait, c'est bien vite indigeste, et surtout quand on doit le maintenir sur une très longue période de temps, il faut se dire que nous, chez NCI, on a des logiciels qui tournent encore, ça fait 12 ans qu'on les a écrits, ok? Donc quand vous avez du code legacy de 12 ans, vous ne voulez pas avoir un truc comme ça à maintenir, en fait. Donc j'ai trouvé une citation de Martin Fowler. Donc ceux qui ne le connaissent pas, Martin Fowler c'est un des co-auteurs du Manifeste Agile. C'est quand même un monsieur qui a écrit aussi pas mal de bouquins sur comment tu refactorises du code et tout ça. Et il dit quoi? Il dit que n'importe qui peut écrire du code, qu'un ordinateur peut en comprendre, mais les bons programmeurs, eux, ils font un code que les humains peuvent comprendre. Et ça drive, moi en tout cas, c'est ce qui drive complètement mes choix technologiques. L'idée, c'est que, quelle que soit la personne que je vais embaucher demain, je veux qu'avec des bases assez simples, elle soit capable de très vite faire la phase d'onboarding chez nous. Ok? Donc si on revient, c'est quoi une page web? Revenons-en à l'essentiel, s'il vous plaît, messieurs, ce soir. Donc c'est du HTML pour la structure de code, du JavaScript pour tout ce qui va être interaction, et du CSS. Voilà. Ça, si tout le monde a fait une page HTML from scratch un jour, vous êtes tombé sur cette structuration-là. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'il existe des frameworks qui vont faire une séparation du HTML, du JavaScript et du style. Et tout ça dans un composant. Et c'est du Vue. Ça tombe bien, hein, quand même. Ça tombe vachement bien. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un single file component en Vue, qui va définir le fonctionnement d'un composant. On va avoir une partie template, donc qui va expliciter comment est la structure, une partie script qui, elle, va être là vraiment pour faire la réactivité, l'interaction, et une partie style, c'est pas moi, une partie style qui va permettre de styliser le composant. On voit que là, le style, il est scoped, ça veut dire qu'en fait, il est uniquement valable dans le scope du composant. Et ça, c'est de base, ça fonctionne. C'est que du bonheur. Alors on peut aller un peu plus loin, parce qu'aujourd'hui, Vue, notamment le Vue 3, permet d'écrire des choses... j'ai pas posé la question, j'aurais dû le dire. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait du Vue? Ici, j'en ai au moins 3. Voilà. Est-ce que vous avez fait du Vue 3? Non. Ouais, un petit peu. Et dans Vue 3, vous pouvez utiliser la composition API. Et dans la composition API, vous pouvez utiliser le script setup. Voilà. Donc en gros, le script setup, ce qui est très bien, c'est que c'est vraiment très très proche de ce qu'on va pouvoir écrire en JavaScript vanille, mais ça reste du Vue, donc on va avoir toute l'interaction avec le composant. Et donc on voit aussi qu'on a un joli at-apply, donc on peut utiliser des at-apply de Tailwind comme ça pour appliquer des classes directement au template. Ce qui fait que le code, il est ultra propre à lire. C'est un petit peu des sushis, quoi. Mais voilà. Alors est-ce que React peut rivaliser avec quelque chose comme Vue? Ben non, évidemment non, c'est pas possible. Alors, le premier truc qu'il faut bien comprendre, c'est que React, c'est une librairie, donc ça vient s'intégrer à un code source pour lui ajouter des fonctionnalités. Un peu comme jQuery l'est, par exemple. Un framework, lui, il va définir une structure qu'il va falloir suivre, et il va transformer ce code en un autre code source pour le navigateur. Vous voyez, il y a une phase en plus, en fait. La librairie, c'est vraiment une caisse à outils. Le framework, il se pose un cadre que vous devez de respecter. Et si vous respectez ce code-là, vous allez nager dans le bonheur. Voilà.
Donc React est une librairie framework et t'as vu, et si je prends une petite allégorie, voilà, comparaison, c'est, je dis React et t'as vu ce que le ciment, le sable et les graviers et les agglos sont un mur déjà construit. Ça va être ça en fait l'idée. C'est-à-dire qu'en React, souvent, on va vous demander de mettre des pièces ensemble pour arriver à faire quelque chose. En Vue, il y a déjà tout qui est prévu. Donc on gagne aussi énormément de temps. Alors est-ce que je suis sûr? Oui. Il y a des gens qui ont regardé un petit peu les phases d'apprentissage, la difficulté d'apprendre le langage. Donc les bases, un peu plus loin, la première application et la mise en production. Et on voit que le plus compliqué, c'est pas étonnant, c'est Angular. Pour ceux qui ont fait du Angular, notamment du Angular 2, c'est très plaisant. React, pareil, il y a des choses qui sont assez déroutantes, et vu comme il est très proche des standards, c'est quelque chose qui va très vite à apprendre. À partir du moment où on connaît les standards web, on sait faire du Vue.js quasiment. Et la productivité, c'est là où c'est intéressant, c'est que les gens, même à un niveau débutant, sont plus productifs que quelqu'un qui va faire du React. À un niveau intermédiaire, l'écart, il se creuse, et c'est vraiment, il faut aller vraiment dans un très haut niveau, un niveau avancé, pour que vraiment là on soit dans un mouchoir de poche, et que Vue arrive un peu dernier. Mais on est quand même sur une learning curve qui est quand même un peu idéale. Alors en termes de vitesse, d'exécution, il faut savoir que Vue va plus vite, en tout cas là ça doit être de l'année dernière ces stats-là. Sur pas mal d'opérations, si on prend le JavaScript vanille en étant la référence, donc la première colonne, on voit que Vue arrive devant même Svelte, React Hooks, Angular. Et des fois bien devant quand même. Et ça c'est dû à quoi? C'est dû au fait que la façon dont vous allez coder le template, vous n'avez pas tellement le choix de ce que vous allez faire, mais que eux, en arrière, dans les coulisses, quand ils vont compiler en fait pour le navigateur, etc., ils vont tout optimiser pour vous. C'est-à-dire que le code que j'ai écrit il y a 2 ans, si je le fais monter en version de Vue, non seulement il y a très forte chance qu'il soit compatible entre les différentes versions de Vue, mais en plus, je vais gagner en performance sans toucher à ma codebase. Et ça, c'est très agréable. Donc au niveau de l'expérience, encore une fois, on est plutôt bien. Il faut savoir que là, alors il n'est pas encore sorti, j'ai regardé, parce que j'ai regardé la version 3.3.6, ils n'en parlent pas encore de manière très officielle. Il y a un nouveau mode qui devrait sortir, qui va sortir, et qui devrait permettre d'avoir au moins, d'être à moins de 10% d'une performance vanilla. En gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre vos templates, et vraiment là, alors jusqu'ici, ils passent à travers des moulinettes hyper performantes pour arriver à faire du DOM, si je schématise. Là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont carrément écrire des fonctions JavaScript de manière très très précise sur des parties en fonction de votre template, et ça va être hyper rapide. Donc il y a des petites... en fait, il faut être justement en script setup pour pouvoir bénéficier de ce mode-là, mais ça va permettre d'aller très très vite sur des opérations qui peuvent être coûteuses. Alors qui utilise Vue? Et c'est là que c'est rigolo, parce que qui est derrière React? La société qui sort React, c'est Facebook, d'accord. Ok, et regardez, qui on trouve en utilisateur de Vue? C'est amusant, n'est-ce pas? Il l'utilise notamment, alors je ne sais pas si c'est toujours vrai, parce que mais on a retrouvé des traces de Vue.js dans le newsfeed de Facebook. Voilà. Donc c'est là où c'est un petit peu amusant. Donc Netflix l'utilise, Adobe a sorti 2 produits en Vue.js. Alibaba, BMW, il y a Apple aussi qui l'utilise pour son site internet, etc. Il y a, il y a beaucoup de sites en fait qui sont faits comme ça, notamment maintenant des boutiques en ligne qui sont faites en Vue. Alors en Nuxt, mais voilà, Nuxt est à Vue ce que Next est à React. Alors est-ce qu'il y a un vrai écosystème? Alors oui, il y a déjà une belle communauté, avec des events tous les ans. C'est un framework, je ne l'ai pas dit, mais qui est vraiment open source. Je m'explique quand je dis vraiment open source. Le truc de Angular, par exemple, c'est que c'est vraiment backé par Google et ils y tiennent. React, c'est pareil avec Facebook. D'accord. Vue.js, il n'a personne derrière. Il n'y a pas de gros porteurs, de gros GAFAM qui sont derrière Vue.js. Donc il n'y a vraiment que la commu, et on compte que sur la commu. Il est fortement associé au framework Laravel, PHP, que certains connaissent peut-être, parce que du coup le front, maintenant Laravel embarque directement en Vue. On a un DevTool dans Chrome qui est une tuerie absolue. J'imagine qu'il y a la même chose pour React évidemment, mais là c'est vraiment très agréable. Il y a des règles SLIN, Prettier, il y a une extension VS Code qui fait des miracles.
Il y a Vite. Alors, je ne sais pas si beaucoup de gens connaissent Vite ou pas. Ouais. Ouais, tout le monde alors. Tout le monde utilise Vite maintenant. C'est bon, vous avez tous abandonné Webpack, non? Non, alors Vite, donc c'est le créateur de Vue.js qui a écrit Vite.js. Vite.js, c'est un bundler, donc ça remplace Webpack, d'accord? Et c'est extrêmement véloce. Voilà. Et forcément, comme le créateur est celui qui fait Vue, c'est directement dans Vue. Dans le testing, donc on a Vitest. C'est pareil, Vitest, il est agnostique. Si vous faites du React, utilisez Vitest, vous allez gagner votre temps. Et donc il y a Vue.test utile qui permet de monter les composants et de les tester. Il y a donc Vue, dans la Vue 3, version 3, a introduit une notion qu'on va voir tout à l'heure qui sont les composables. Et du coup, il y a une tonne de librairies qui sont déjà disponibles pour faire des choses absolument incroyables. Et il y a juste à faire un import, un use, et puis c'est fini, quoi. Derrière, on a une géolocalisation. Pinia, est-ce que ouais, ça va, ça parle? Pas trop. Vuex, ça parle? Un petit peu plus. Alors voilà, Pinia is the new Vuex, d'accord? Donc Vuex, c'est l'équivalent du pattern flux de React. Là, ils ont sorti un truc qui déchire tout, en fait, avec Pinia. On va le voir, c'est à utiliser. Ça permet de centraliser, en fait. Nous, on a souvent le cas d'usage, on a des formulaires avec 75 champs à l'intérieur. Donc quand vous faites ça, vous avez forcément envie de séparer votre formulaire en plusieurs sections, mais vous avez quand même envie d'avoir toutes les variables au même endroit, vous voyez? Et pour ça, on fait un Pinia qui va contenir toutes les variables du formulaire, qui va permettre de savoir si on peut poster le formulaire, etc. Et qui va centraliser ça entre tous les composants. Et les composants vont venir se brancher à cette source de données pour derrière être alimentés. Un truc important aussi quand on choisit une techno, c'est d'avoir d'excellentes sources de formation. Ceux qui font du PHP, notamment du Laravel, doivent connaître Laracast. Là, il y a VueSchool et VueMastery, et je vous recommande VueMastery, où il y a plein de formations. Alors, il y en a pas mal qui sont gratuites. Elles sont en anglais, sous-titrées en anglais. Voilà. Mais par contre, quand vous avez une formation par le mec qui a fait le framework, c'est toujours agréable et hyper intéressant. La façon dont il a construit toute la notion de réactivité avec les proxys, etc., c'est très bluffant et c'est hyper intéressant. Bien. Donc, comme il y en a qui ont fait du Vue 2 et qui ne sont pas encore passés à Vue 3, ça tombe bien, j'ai un TLDR sur Vue 3. Le premier truc, c'est l'API de composition. En Vue 2, vous aviez vos variables, je ne sais plus comment on appelait ça, c'est les computils, voilà. Et en dessous, vous aviez vos méthodes, vos fonctions. Et c'était dans des gros blocs de sections. Et c'était un peu chiant en fait, parce que quand vous vouliez par exemple gérer l'affichage ou le nom d'un élément, vous n'aviez pas forcément à ce que ça soit mélangé avec des données qui faisaient partie, je sais pas, d'une liste, une liste de personnages que vous vouliez afficher. Ok. La composition va permettre d'être beaucoup plus en mode JavaScript traditionnel et de pouvoir regrouper des blocs ensemble. On ne va pas voir à l'écran forcément, mais donc on avait le data, le computed et les méthodes, plus des watchers, et on va avoir un data avec, là il y a name, âge, et puis après le computed ça va être le detail où en fait il va dire voilà machin à tel âge. En dessous on a un update qui permet de mettre à jour l'âge ou le nom de la personne, et ça en fait on voulait le regrouper. Aujourd'hui on peut le faire parce que en fait on peut sortir de ce carcan qui était un petit peu la structure qu'il fallait mettre à Vue 2, on peut sortir de ce carcan et donc organiser les choses comme on veut, en composition. Ce qui nous amène au script setup. Alors la balise script setup, ça permet de basculer le code complètement en composition API. Si je reviens en arrière, là, si on veut faire ça sans le script setup, on est quand même obligé d'ouvrir un export default et on est obligé d'exposer une méthode setup, ce qui est un peu chiant. Parce que du coup, il n'y a que la méthode setup. D'où l'idée de faire un script setup. Donc le code, il est plus compact. Un truc qui vraiment, j'avais pas d'argument quand je parlais avec quelqu'un qui faisait du React, qui me disait « Ah, mais quand même, en Vue, c'est chiant, parce que tu fais ton import de composant et tu le redéclares dans ton composant parent. Tu peux pas, en fait, que ça soit implicite. » Et bien avec le script setup, maintenant, c'est possible. Il n'y a plus d'argument. Et il est requis pour activer le futur Vapor Mode. Donc en gros, voilà ce que ça donnait avec un Vue 3 sans script setup. Donc on avait la fonction setup qui exposait un truc, et là directement on a juste à faire un const color égale. Alors ref, c'est la fonction qui rend
réactive une propriété. Donc ça veut dire que dès qu'elle va bouger, le DOM va être mis à jour. OK ? Et donc voilà, on se retrouve avec un code qui est beaucoup plus concis en vue 3.2, et c'est très très agréable. L'avantage, donc, comme je le disais, c'est que l'import est automatique, donc on peut soit utiliser le mode parce qu'on est attaché au standard avec le tiret, voilà, parce qu'en HTML on ne met pas de majuscule, ou alors, comme on est dans une balise de template et que eux ils assurent derrière nous pour reconnaître les choses, et on peut directement envoyer le nom du composant. Ce qui est plus simple en fait dans VS Code quand vous faites un CTRL F pour savoir où se situe ce composant-là. Si vous l'écrivez en majuscule, directement vous pourrez y accéder, quoi. Donc le script setup, c'est quand même du bonheur. Les slots, donc ça c'est vieux ça en React, je crois, ça fait longtemps que ça existe, mais en fait ça permet d'injecter du contenu dans un composant. Je fais gaffe à l'heure, ouais. Afin de réaliser des composants plus complexes et malléables. Donc en gros, on va pouvoir définir 3 slots, un slot header, un slot principal, un slot footer. Et du coup, quand on va utiliser notre composant, on va pouvoir lui dire, dans ce composant-là, tu lui injectes ce code-là, ce code-là, ce code-là. Donc on peut le faire évidemment par des props, donc on passe des propriétés au sein du nom du composant, ou via les slots. Les composables, formidable. Imaginons que vous vouliez avoir la position de la souris sur l'écran, et que vous vouliez l'avoir partout, dans tous vos composants, ou en tout cas dans pas mal de composants. C'est très galère, parce qu'avant, vous étiez obligé d'externaliser ça dans une librairie, c'est pas forcément réactif, etc. Là, en fait, on fait un import useMoose, enfin, le .moose.js qu'on verra tout à l'heure, et on déstructure deux propriétés qui vont être x et y, qui vont être la position de la souris. Et quand on va bouger la souris, ces positions-là vont être mises à jour de manière automatique. Ça, c'est le code du composable, donc qui est très simple en fait. On importe donc la propriété réactive. Le onMounted, c'est pour dire qu'est-ce qui se passe quand la page se charge. Le onMounted, c'est qu'est-ce qui se passe quand la page se décharge. Et puis pour le reste, on a une fonction update. Et voilà, on a notre composable et on peut pouvoir l'utiliser partout. Il y en a plein. On en verra peut-être, mais le truc c'est aller sur vos use. Vous allez voir, il y a plein de trucs. Vous allez pouvoir avoir par exemple, là on va le voir tout à l'heure, mais la position GPS, des choses comme ça. Très très pratique. Et comme je le disais, le gros avantage d'utiliser Vue, c'est que vos perfs vont s'améliorer toutes seules. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être un cadre en JavaScript pour trouver la meilleure façon de faire. Comme c'est du template qui va être un petit peu compilé derrière, ils vont le faire pour vous. Vue 3, c'est l'initial render 55% faster que Vue 2, et c'était rétrocompatible à peu près. C'est vraiment à la marge, c'était pas rétrocompatible. Vue 3.2, le changement d'une référence, c'est 260% plus rapide, 50% plus rapide en écriture, 260% en lecture. La recherche des dépendances pour savoir ce qui a bougé dans le DOM, c'est 40% plus rapide. 17% d'utilisation de mémoire en moins, etc. Et tout ça, c'est du gratuit en fonction de tiens, mon code il se met à jour parce que je fais la mise à jour du framework, quoi. Et c'est pas moi qui passe du temps à optimiser. Dans la 3.3.6, ils utilisent des weakmaps et des weaksets de façon hyper intelligente. Alors, je sais pas si vous voyez ce que c'est qu'un weakmap et qu'un map. Voilà. En gros, un weakmap, c'est un tableau clé-valeur dont la clé va être un objet. Okay. Le gros avantage du weakmap, c'est que si l'objet, il n'y a pas de référence qui traîne dessus, et le garbage collector passe et le dégage. Donc en gros, ça maintient à jour un état, ça maintient à jour une structure cohérente et en améliorant les performances. Donc ils font plein de trucs comme ça dans le dos qui sont très agréables, alors qu'en React, il faut que vous l'implémentiez. Alors, on parle de Vue, mais Vue, ça ne sert à rien sans les extensions officielles. Il y en a, on va dire, 3 grandes, que moi je pense qu'ils sont incontournables. Il y a Vue Router. Donc clairement, on définit des routes, et après on va pouvoir aller se balader, faire des liens. En cliquant sur le lien, c'est le composant qui est chargé dans la balise Router Vue. Voilà. Donc ça donne l'impression à l'utilisateur qu'il est en train de se balader de page en page, ou alors qu'il ouvre d'autres fenêtres de l'application, comme des activities en Android. Et ça, c'est quelques lignes de code. Vraiment, ça va très très vite à mettre en place. Vuex, c'était un problème parce que le pattern était quand même assez complexe. Franchement, ils ont simplifié ça avec Pinia, quelque chose d'incroyable. Donc ça, c'est l'import de Pinia dans le fichier principal de Vue. Après, il y a la définition d'un store Pinia. Donc on va juste dire... Alors ça,
pareil, hein, il y a deux façons de définir un store, toujours pareil. L'option API, la composition API. Donc l'option API, c'est avec les states, actions, machin, pour bien séparer les choses. La composition API, c'est comme de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on va pouvoir définir des refs, les computils et les exposer. Donc voilà, on va faire un state qui va être un compteur, et puis on va faire une méthode qui va permettre d'incrémenter ce compteur. Et derrière, on va avoir vraiment que deux lignes, un pour l'import, l'autre pour l'instanciation du store, et après on peut directement utiliser les variables. C'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de passer par des mutations complètement, souvent inutiles. On peut directement faire un counter count++, un counter.increment. On peut directement utiliser le counter dans le template. Enfin, tout ça, c'est hyper fluide. Et c'est vraiment très agréable à utiliser au quotidien. Parce qu'il y a vraiment une simplicité à utiliser Pinia. Nous, souvent, on l'utilise comme une ressource. C'est-à-dire que si on a des utilisateurs dans une base de données, on va faire un Pinia qui représente ces utilisateurs au sein de l'application front. Et le Pinia va avoir la charge justement d'aller chercher les utilisateurs pour les maintenir à jour, va gérer le formulaire d'un utilisateur et va permettre de faire tout le CRUD en fait, autour de ça. Si on a des filtres à faire sur les utilisateurs, c'est dans le Pinia qu'on les fera, si bien que dans les composants, on va vraiment avoir quelque chose de très net à lire pour le développeur. Vue 18N. Alors, souvent, on trouve que c'est overkill parce que voilà, c'est ce qui permet de faire de la traduction. En gros, on va faire un fichier dans notre langue, ou en anglais ou en japonais, et on va définir ces locales-là au sein d'une librairie, et après, on va pouvoir directement utiliser ces librairies-là. Donc on va faire un $T hello, si vous avez déjà fait des traductions, n'importe quel langage en général, c'est souvent T ou underscore qui est utilisé. Et donc on va pouvoir avoir une chaîne de caractères qui va être automatiquement traduite en fonction de la langue qu'on a choisie. Moi, je l'oblige en fait, Vue 18N pour une simple raison. C'est la maintenabilité du code source, encore une fois. Ça permet d'avoir toutes vos chaînes de caractères dans un coin, indépendamment du code. Donc si vous voulez corriger une coquille, vous savez très vite où aller la chercher, elle n'est pas perdue dans 50 ou 70 lignes de code, quoi. Ok ? Et puis surtout, si demain vous devez passer votre application, je sais pas moi, en japonais, un coup de ChatGPT sur vos fichiers, puis vous avez passé votre application en japonais. Voilà. Donc rien que pour ça, ça ne prend pas beaucoup de temps en plus à faire. Ce qui est très sympa en plus, c'est que s'il ne trouve pas la chaîne, il va vous mettre ce qu'il a entre côtes. Donc là, il va vous afficher Hello. Très pratique. Est-ce que vous voulez voir ? Oui, cette foule est en délire. Tac. Donc, je vous passe les npm install de tout ce que je viens de vous montrer. L'idée, c'est vraiment de rentrer un petit peu plus dans le code source. Donc, on va avoir deux fichiers. Donc, je vous passe le fichier index qui est la base. Hein, c'est si vous voulez modifier, par exemple, des balises méta, char7, vous allez là-dedans. Il y a deux fichiers. Il y a le fichier main.ts qui est vraiment le point d'entrée. C'est par là qu'il va commencer. Et là-dedans, on fait quoi ? On charge le style. Alors, il faut savoir que le style, par défaut, vous pouvez utiliser du stylus, du CSS, tout ça. Vous allez voir, c'est formidable. J'ai rajouté Pinia, j'ai rajouté mon 18N, j'importe mon composant d'application, le routeur, mes locales, je crée l'application, j'y rajoute dedans le Pinia, le routeur, l'I18N, et je monte l'application sur l'ID app qui se trouve dans le main index, qui est celui-là. Ok ? Le code est quand même lisible. On est d'accord. Hein ? Donc, et après, tout va se passer dans mon composant app.vue. Dans ce composant app.vue, on va retrouver donc l'import des deux fonctions de routage qui vont me permettre de changer mes composants. Et puis, on va retrouver donc le petit header avec les liens. Donc les routeurs link, ça va être les liens. Et puis derrière, je vais avoir mon routeur view. Alors là, ce qui est bien, c'est que le style, je peux faire du SCSS dedans et du apply parce que j'ai installé Tailwind. Donc mon style est, non seulement il ne vient pas polluer ce que je vais avoir vraiment au niveau de mon code de structure, dans mon HTML, mais en plus, je vais pouvoir me simplifier la vie avec Tailwind. Ok ? Et donc, par défaut, donc, mes routes, elles sont bizarrement dans routeur. Voilà. Ça se définit comme ça, des routes. Donc on a les routes, on dit, bah voilà, quand je vais être sur slash, je veux avoir le composant HomeView qui se charge.
Et puis quand je vais aller sur speaker, bah, tu vas me charger dynamiquement, parce que du coup là on a un truc qui est directement dans l'application pour qu'elle soit chargée plus vite. Mais là on va charger à chaud en fait la partie, le composant speaker view. Voilà. Views et local. D'accord? Mes composants sont dans views. Parce qu'il y a une différence entre les vues et les composants. Alors la différence entre une vue et un composant, la connaissez-vous? Eh bien une vue, une view, c'est quelque chose qui va être instancié une fois dans l'application. Voilà. Un composant, lui, il va être instancié plusieurs fois dans l'application. D'accord? Donc là, par exemple, j'ai 4 vues qui vont être instanciées qu'une fois, 4 pages en fait, on pourrait dire. On pourrait appeler ça page aussi. Et les composants, eux, c'est des choses sur lesquelles je vais boucler. Voilà. Et ben on y va. Oh, c'est bien vite hein, quand même. Ça va vite, hein? C'est un petit peu du bonheur. Donc là, c'est vraiment l'exemple tout simple pour démontrer la réactivité. Donc c'est le home view. Voilà, c'est quoi? Donc voilà, ça c'est la partie JavaScript. Hein. Donc ref pour avoir des variables dynamiques. Voilà, des variables réactives. Donc je fais un compteur et je lui mets la valeur 0 dans le compteur. Et ensuite, j'ai un bouton. Quand je clique sur le bouton, bah, je vais incrémenter le compteur et j'ai un autre bouton qui va remettre le compteur à 0. Voilà. Truc tout simple, mais qui a l'avantage de marcher. On peut faire la même chose avec du texte. Donc là, si je change le texte, et pas encore, ouais, voilà, ça se fait en dynamique. Bon, rien d'impressionnant là-dedans. Ce qui est intéressant de voir, c'est la concision du code pour le faire. Voilà. Moi, c'est vraiment un truc que je vais regarder, parce que plus le code est concis, moins j'en ai à maintenir, et plus ça m'intéresse. Voilà. Pour les pignards, j'ai fait un truc. Alors, j'ai essayé de charger les speakers de Cancamp, mais j'ai eu un petit problème de corse, donc je me suis dit, je vais faire un copier-coller. L'idée là, ça va être de pouvoir charger des speakers, comme ça, voilà, avec, par exemple, Alexis Janvier, savoir ce qu'il a fait dans la vie, etc. Le code de ça, on va essayer de le bidouiller un petit peu ensemble pour justement arriver à faire des choses un petit peu plus sympathiques. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai ma speaker card, d'accord, qui représente en fait la petite carte là. Cette speaker card, voilà, et j'ai un speaker store qui va être justement le store dans lequel je vais stocker toutes mes valeurs. Et ce que je fais, bah, c'est que, j'aurais pu faire ça d'ailleurs, c'est peut-être plus joli comme ça. Non, raté. Ce speaker store, en fait, je vais l'instancier pour pouvoir l'utiliser. Et derrière, je vais directement appeler des méthodes de ce store pour charger les speakers, savoir s'ils ont été chargés, compter combien il y en a, et puis boucler sur les speakers de ce store pour permettre justement de les afficher. Ok. Au niveau du Pignat, comment ça se passe? Alors, je vous ai fait les deux versions parce que vous êtes vraiment adorables. Et donc j'ai fait la version, ça c'est la version option API. Donc, alors j'ai un petit librairie normalizer, hein, juste on va voir après, ça sert à rien, mais c'est pratique. Donc j'ai un état. Donc mon état, ça va être quoi? Ça va être les speakers, un filter, et est-ce que c'est chargé ou pas. Je vais avoir des getters, donc c'est des propriétés qui sont calculées automatiquement en fonction de l'état, ou d'une autre propriété d'ailleurs. Donc savoir le count, combien il y en a, donc là j'ai juste calculé le nombre d'éléments dans le tableau. Et puis je vais rajouter un petit truc pour les filtrer derrière. Voilà, ça peut être intéressant. Donc ça c'est la petite fonction de filtre qui va regarder si elle retrouve dans le filter, si elle retrouve en fait quelque chose dans le nom de la personne. Et puis je vais compter le nombre qui est filtré. Et puis derrière, je vais avoir une action qui va aller chercher les datas et qui va venir les charger dans mes speakers, donc dans le this speaker qui est en fait le state. Ok. En version composition, on se retrouve à peu près avec la même chose. Moi, j'ai pas l'habitude de celle-là, mais je crois que je commence à la préférer. Parce que justement, comme en composition API, on peut regrouper des parties qui vont ensemble. Ça peut être très 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 pratique de le faire sur du store. Voilà. Et donc, ça c'est la version composition API. Alors, je ne sais pas laquelle j'utilise. J'utilise la version composition API. Voilà. Donc, quand je charge, ça charge les trucs et ça calcule automatiquement le nombre de speakers.
L'idée, c'est de se dire, tiens, je voudrais les filtrer, ces speakers-là. Donc ça tombe bien, parce que j'ai la fonction qui me recalcule un tableau de speakers filtrés à partir d'un filtre. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est à dire que là, je vais prendre les filtered speakers, here. Dans la div qui est là, c'était prévu. Ah, tout est calculé, c'est pas juste. Hop. Et le vModel. Donc le vModel, c'est simplement pour dire, ce champ-là, il va toucher cette variable-là. Ok. Oui, ça me va bien, ça. Merci, copilote. Et normalement, est-ce que ça marche? Oh, c'est incroyable. Votre liste, elle est filtrée. Et vous voyez, dans le code, dans le code du composant, j'ai pas touché à grand-chose. Et pour autant, j'ai un impact significatif sur ma page. Et c'est ça que j'adore, en fait, dans Vue.js et dans la façon dont c'est pensé, c'est que justement, on a très peu d'efforts à faire pour avoir un bel impact derrière sur le truc. Une autre chose qu'on peut faire, c'est qu'on n'a pas utilisé les slots, mais là-haut, je vous avais préparé un petit slot, pas piqué des hannetons, je dois vous le dire. On va l'utiliser. En plus, je me suis amusé à le faire. Donc pour ça, je vais rajouter un slot, donc je vais dire que ça, je vais rajouter un composant speaker décoration. Pour bien faire le vFor, donc qui est l'itération, je vais le faire dessus. Je vais itérer aussi autour de mon slot. Voilà, on ferme le slot. J'étais pas obligé de faire ça. Speaker card, on va la laisser, forcément, parce que ça c'est là-dessus qu'on affiche tout le code. Hop, du speaker. Et on ferme le slot. Et normalement, ça est. C'est des petits trucs, regardez, comme c'est beau. C'est tout aléatoire, c'est magnifique. Bon. C'est du CSS animé, je sais pas si j'ai découvert ça, je trouvais ça formidable. On peut avoir comme ça des petits CSS qui s'animent. Rien à voir avec Vue, mais ça fait plaisir. Voilà pour ça. Vue.use, on en a parlé de Vue.use. Un cas d'usage, c'est la coordonnée GPS. Si je regarde, non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. L'idée, c'est de situer la personne sur une carte. Pour ça, il y a Vue.leaflet qui existe, donc qui vous fait la carto, et qui va gérer la carte, tout le bazar. Et il y a Vue.use qui va vous donner une méthode qui s'appelle useLocation, qui va vous donner où est-ce que vous vous situez, où il estime que vous vous situez. Alors, des fois, ça peut merder, mais en général, c'est assez propre ce qu'il fait. Donc j'ai juste une fonction qui dit, quand je clique sur le bouton, t'es gentil, tu me trouves ma latitude, ma longitude, et tu me positionnes sur la carte. Alors là, j'ai été obligé de faire un petit patch, parce que Vue.leaflet a un petit bug. Donc si je lui demande de gérer le zoom et en même temps de décaler la carte, il est perdu. Donc je suis obligé de décaler la carte un petit peu après. Et j'ai juste un bouton. Et après, c'est juste, là c'est Vue.leaflet qui fait tout le travail. Et juste un span pour dire où est-ce qu'on est. Et touc, ça marche. Et je suis sûr, en plus, c'est pas mauvais, en plus. Ça a l'air d'être bien, là. Et on est pas mal. J'ai envie de dire, on est là, ici, et une géolocalise là. On est pas mal. Donc voilà encore un truc qu'on peut faire en quelques lignes de code en Vue. Et alors, Vue.use, il y en a beaucoup. Bien sûr, ça va pas se charger, on va attendre qu'il se charge. Et très, très utile. Dernier point, la localisation. Alors, là, je vais vous montrer aussi pourquoi on utilise Vue 18N, mais c'est juste énorme. Donc l'idée, j'ai intégré Vue 18N, je sors, je déstructure local, donc la variable de local de Vue 18N, et derrière je vais faire juste deux refs, donc des propriétés que je peux modifier, juste pour jouer avec. Derrière, on va faire le choix de la langue, et le choix de la langue, en fait, je vais directement déclarer locale en vModel. Si bien que quand je vais choisir dans mon drop-down, il va dire soit t'es en français, soit t'es en anglais. Et il va tout me patcher directement. C'est très satisfaisant. Voilà. Alors, j'ai pas fait toutes les trades, c'est pour ça que ça change. Non mais, regardez, hello world. Voilà. J'ai fait un lorem ipsum. Bon. Si je veux traduire, et je me dis, tiens, j'ai pas la trad en anglais,
pour page information, très bien. Et ben dans les locales, je vais en anglais, je lui dis tout simplement, écoute, voilà, j'ai besoin de page information, et je vais l'appeler English page. Voilà, c'est bien ça. Toc. Et donc là en français, et si je me mets en anglais, j'ai la traduction qui s'est mise direct. Hyper propre. Très très propre. Génial. Et comme vous voyez ça, enfin, sans déconner, on va faire le test. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que tu vas t'ouvrir? Traduis ça en, je sais pas, on dit quoi? Japonais, coréen? Quelle langue on prend? On essaye. Je sais pas, là c'est russe. Allez, en russe. Hop. Si tu veux bien, par contre, faut travailler, ChatGPT. Qu'est-ce qu'il fait? New chat? Ouais? Il veut pas? Non, il veut pas. Oh, c'est dommage. Alors? Ça marche pas! C'est l'effet démo qui marche pas. Planet, tu désignes un schéma database. Allez, ouais, tiens. Hop. Traduis ce code en russe. Attends, on va lui demander les chaînes de caractères. Voilà. Bon, très bien. Hop. Je copie. Hein? Non, mais c'est notre boulot en fait maintenant de faire du copier-coller. On est d'accord? Non, je rigole. Mon patron il va me regarder, il va me faire pourquoi je te paye? Donc voilà, et bah du coup j'ai plus qu'à rajouter ça dans mes routes. Non, n'importe quoi dans mes routes. Dans mon main. En lui disant, figure-toi que j'ai du russe aussi maintenant. Et ça s'appelle, on va l'appeler local RU, parce que du coup on n'a pas d'imagination. Et on va faire un import. Oh, local RU. Voilà, merci GPT. Ok. Bon, bah maintenant il n'y a plus qu'à dire à notre localized que finalement. Et est-ce que ChatGPT il va le savoir que je vais faire ça? Allez, ChatGPT. Non, tu sais pas. C'est dommage. Ah, ou DE, non, ou t'as raté. C'est le russe. Tac, tac. Attends, je vais pas me faire chier. On va faire ça. Faut pas faire ça. Voilà. Disons, il y a du russe. Oh, c'est formidable. Voilà. Donc, rien que pour ça, franchement, vous devriez utiliser Vue 18. Du coup, passons sur le français. L'idée aussi de Vue 18n, c'est par exemple les pluriels. Combien de fois, dans combien de sites je vois, il y a un utilisateur avec un S? Parce que les mecs s'attendent à ce qu'il y ait plusieurs utilisateurs, donc ils ont dit tiens, on met le S. Vue 18n, il dit là, par exemple, je n'ai pas cliqué. Là, j'ai cliqué une fois. Là, j'ai cliqué 3, 4, 5, 6, 7 fois. Ok? Il vous fait les pluriels. C'est utilisé, ce truc-là, c'est formidable. Si on regarde donc comment ça se passe en français, on met juste un pipe. Le premier pipe, c'est quand il n'y a pas eu de clic, où il y a zéro élément. S'il y a un élément, il affichera ce qu'il y a après le deuxième pipe. Et s'il y a plus d'éléments, il affiche n pipe. Et sur les langues un peu cheloues, comme le polonais, où il y a 18 pluriels différents, donc peut-être pas, je ne sais plus si c'est 12 ou 18, c'est-à-dire que nous, voilà, il n'y en a pas, ou il y en a, voilà. Et bah, eux, ils ont, je crois que c'est 12 façons de dire le pluriel, et bah, vous mettez des pipes, et ça va gérer vos pluriels, quoi. Ce qui est très, très pratique. On peut injecter des valeurs, par exemple, des propriétés. Donc, bonjour names, voilà, si on veut, on va même mettre comment vas-tu, parce que sinon, on va pas comprendre. Tac. Ouais, voilà. Bonjour name, comment vas-tu? Ben, moi, c'est Mathieu. Alors déjà, hop, on va l'appeler Mathieu. Et il va vous faire l'inclusion de la chaîne directement. Ce qui est très, très, très pratique. Et il peut vous faire des inclusions de chaîne avec des pluriels. Vous voyez? Donc tout ça, donc, il vous fait aussi les dates. Parce que voilà, il y a, je sais pas moi,
il y a 10 minutes. Alors, on a une super librairie en JavaScript qui s'occupe des dates et des traductions qui s'appelle INTL, que je vous recommande la lecture, elle est passionnante. Mais du coup, Vue18 va en embarquer pas mal de trucs là-dessus. Ok. On a fait le tour, vous avez des questions là-dessus ou pas? Putain, je les ai tous sidérés. Ben oui, mais arrêtez React. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ok. Donc Vue aussi, un truc qui est bien, c'est que tout le monde connaît le solide et tout le monde code en solide, évidemment. D'accord ? Single responsive, donc l'élément ne doit faire qu'une seule chose. C'est le cas. On a des composables pour externaliser du code, on a des composants, on a le Pinia qui nous permet carrément d'externaliser des concepts, des ressources, etc. On a le router qui nous permet vraiment de passer d'un composant à un autre, etc. L'open close principle, je sais plus, bref. L'élément doit être ouvert à l'extension et fermé à la modification. Ça, c'est un des trucs hyper importants. On a les props et les emits. C'est-à-dire que, je sais pas, on l'a vu vite fait tout à l'heure, mais quand j'étais sur les speakers, j'ai envoyé, ici, ça, c'est une props. C'est-à-dire que je lui envoie une variable. C'est-à-dire que le speaker card, il sait pas ce que c'est qu'un... Enfin, il sait comment le mettre en forme, mais c'est pas lui qui gère les speakers. Il fait que la mise en forme. Le composant est agnostique. Donc là, on a un composant qui va justement faire le truc, qui va montrer le speaker. Mais lui, à aucun moment, on lui dit « Ok, tu vas recevoir une propriété qui s'appelle speaker avec laquelle tu vas pouvoir jouer. » Et vive TypeScript là-dessus parce qu'il nous dit « En plus, elle est de tel type, donc si tu veux la complétion, tu l'as. » Voilà. Et derrière, on va dire « Voilà, mais j'ai juste besoin de savoir si le mec il est sur le nom, dans ce cas-là, j'affiche la bio, sinon pas. » Mais après, voilà, il est complètement, on va dire, déconnecté un petit peu de la vraie data, quoi. Ça, c'est très intéressant. Toujours pour des principes de réutilisabilité de code. Liskov Substitution Principle. On a les slots, en fait. C'est-à-dire que, ou même le router utilise ça, c'est-à-dire qu'on peut échanger un truc avec un autre, de manière assez simple. Et l'avantage aussi, c'est qu'on peut passer du code dans le composant. Enfin, par exemple, on peut lui passer un composant dans le composant. Imaginons que vous voulez mettre un icône et que ça vous fait chier d'avoir tout l'encadrement de l'icône et que vous voulez mettre juste le code du SVG et que vous avez une classe qui gère l'encadrement de l'icône, vous pouvez le faire. Donc là, on est vraiment dans l'ISCOF. Interface ségrégation principe. Donc l'élément ne doit pas imposer des dépendances à des méthodes inutiles aux éléments ou des méthodes inutiles. Donc là, on a les props et les emits, on a des default values sur les emits, sur les props, pardon. Donc la props, ça permet de faire naviguer une information du parent pair au parent, enfin du composant père au composant fils. Et l'emit, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est le composant fils qui va émettre une information au parent. D'accord ? Donc tout ça peut dialoguer. Alors il y a moins besoin de props et des emits quand vous allez faire du Pinia, parce que le Pinia va centraliser ces informations-là, mais ça peut être intéressant. L'inversion de dépendance. L'élément ne doit pas dépendre des... vous aimeriez bien. Alors du coup, ça c'est une question. Quelqu'un peut me dire le principe de l'inversion de dépendance, puisque vous faites tout ceci. Baissez la main, c'est bon, je vois que tout le monde sait. Ça veut dire simplement qu'on doit dépendre des interfaces et pas des implémentations. D'accord ? Donc, en gros, avec des props et des emits, on ne dépend pas de ce qu'il y a dans le composant. Avec Pinia, on ne dépend pas de ce qu'il y a dans le Pinia. On dépend en fait de ce que Pinia va offrir en connexion. On est capable en fait de réécrire le code d'un composant, ok, si on garde les mêmes props et les mêmes emits, si on garde la même interface. Je vais finir avec les librairies qui font du bien, parce que je pense que voilà, ça va être bien. Non, le niveau temps, c'est... J'ai débordé déjà. Non, ça va. Donc Vitest, qui est écrit par Anthony Fouquet, développeur de la core team Vue.js, qui permet de faire des tests unitaires, mais vraiment, même si là, vous n'êtes pas convaincu, vous voulez rester en React, utilisez Vitest. Vos tests, tout ce qui est test unitaire, ça va aller tellement plus vite. Ça, c'est très compliqué à utiliser, comme vous voyez, hein, d'accord. Donc, je fais un test add et puis j'expecte que la somme, c'est bien 3. Tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on rajoute dans le package JSON un script pour faire le test, qui est test Vitest. Voilà, npm run test, ça lance Vitest. Le plugin VS Code, il est énorme, c'est-à-dire que en fait, c'est un truc qui se recharge automatiquement. C'est du hot reload en fait sur les tests. Vous n'avez pas à les relancer à chaque fois. Il passe hyper vite. Et en plus, il y a une petite interface graphique trop qui coule où on peut cliquer pour relancer le test. Rien que pour ça, ça vaut le coup.
Vue test utile, donc, qui est vraiment le truc là, de vue pour tester les composants vue. Donc on donne un environnement, un DOM synthétique. Donc en gros, voilà, on va pas avoir besoin d'un navigateur. Et alors là, il a fait un composant vraiment à l'arrache dans l'exemple. Donc le const message component, c'est un composant à l'arrache. Et derrière, il va vérifier que le composant contient bien. Donc il va charger le composant avec des props, donc des propriétés qu'on lui transmet, et il va vérifier que ça contient bien les bonnes valeurs. Moi, j'avais fait le test aussi, ça marche bien. Parce que j'aime bien dire quand je fais les tests. Dans les tests, là, j'avais testé ma speaker card. Et donc, j'avais fait un mock d'un speaker. Et du coup, je lui avais passé en props le speaker, en lui disant, bah voilà, tu vas avoir un speaker comme ça, et est-ce que tu me retrouves bien dans la carte, dans le texte de la carte, est-ce que tu me retrouves bien le nom? Est-ce qu'il est bien affiché? Et ben, croyez-moi, ou ne croyez pas, c'est quoi, c'est unit test, je crois? Test unit. Toc, c'est passé vert. C'est toujours agréable. Par contre, si je cherche Toto, par exemple, normalement, il doit passer rouge, quoi. Voilà. Ok. Donc ça, c'est pareil, hein, ça permet, ça fait partie des trucs. Les tests, c'est toujours chiant à implémenter. Si on a des outils qui le font, avec lesquels c'est super simple et que c'est quasiment déjà intégré au framework, c'est que du bonheur. On utilise un truc qui s'appelle vite PWA, parce qu'on fait des applications mobiles, et comme on est des gens qui n'aiment pas les choses complexes, on les fait du coup avec Vue. Ça donne un look infinitif à l'application, et le gros avantage, c'est que ça marche aussi en offline, avec tout un système. Alors je pourrais faire un cancamp, je pense, sur le PWA, ça serait intéressant, parce que là c'est trop pas assez de temps. Mais voilà, l'idée c'est peut-être de vous présenter une application que nous on a fait chez NCI pour un client, où le client il fait de la recherche de fuite. Et l'idée c'est que quand il fait de la recherche de fuite dans une cave, il n'a pas de réseau, et il doit prendre des photos, et pour constituer un dossier qu'il doit ensuite envoyer dans les bureaux. Et donc la prise de photos, compression d'images, tout ça ajouté à la base de données, etc. On fait tout dans le navigateur et ça marche plutôt bien. Ils acquiescent. PrimeView, pareil, si vous êtes nul en design, utilisez PrimeView. Il y a tout un tas de composants complètement incroyables, plutôt bien codés, pas trop de bugs, très agréable à utiliser, pas trop de bugs parce que du coup j'ai pris le calendar et dans le calendar il y a un bug. Voilà, mais la data table, donc pour me faire une liste, ils ont tout un tas de fonctions de malade sur la data table. Franchement, mais vous faites pas chier, quoi, utilisez ça. Ça aussi, c'est vraiment très très bien et c'est gratuit. Et alors, c'est intégré, ça intègre Tailwind directement. Trop bien. Vue Mastery, qui est le truc de formation, gros volume de formation. Il y a des formations d'Eva New sur la réactivité en vue où il vous décrit, il reconstruit Vue à la main en fait. C'est hyper impressionnant. Il y en a une fois, il y en a une vidéo, je l'ai regardée 3 fois pour bien comprendre parce que c'est assez incroyable et vraiment c'est hyper technique, c'est vraiment bien. Il y a un learning pass, voilà, il y a une séparation entre Vue 2 et Vue 3 parce qu'on n'est pas sectaire en Vue. Si vous faites du Vue 2, c'est bien quand même. L'option API, composition API parce que les notions sont un peu différentes entre les deux. Et on peut lire en 2x, donc on perd pas son temps. C'est trop bien. Regardez les vidéos en 2x, c'est trop bien. Voilà. Qui va utiliser Vue Mastery? Des gens comme IBM, Apple, Ford, voilà, l'université de Princeton, enfin des petits joueurs quoi. Donc ça aussi c'est une très très bonne adresse. Est-ce que vous avez des questions? Non?